Bonjour à tous, aujourd'hui on débloque une toute nouvelle matière du deuxième semestre, on a débloqué la physio, on a débloqué la BDR, et aujourd'hui on va débloquer l'ICM. C'est parti. Alors l'ICM c'est quoi? C'est l'initiation à la connaissance du médicament, c'est une super matière qui va regrouper plusieurs choses, la pharmacologie, la galénique, la pharmacocinétique, le statut du médicament, le cycle de vie du médicament, les règles de dispensation, la pharmacologie, la pharmacodynamie, j'ai peut-être dit deux fois la pharmacologie. Bref, il y aura beaucoup de matière qui sera à l'intérieur de cette super UE. Et en fonction des facs où vous trouvez, un coup on va l'appeler ICM, un coup on va l'appeler médicament, un coup on va l'appeler pharmaco. Des fois on peut même faire des UE spéciales pour préciser que c'est la galénique ou la pharmacocinétique. Bon, j'avais un peu la flemme d'écrire tout ça parce que ça n'aurait pas pu rentrer sur la pochette de l'album, donc on va juste parler d'ICM et il y aura des épisodes spéciaux dans une saga spéciale pour parler de la galénique et de la pharmacocinétique plus exactement. Mais sur tout le reste, on va en parler dans cette UE qui est donc l'ICM. Au cours du programme d'ICM, on va parler du statut du médicament, de sa définition, de son aspect juridique, comment est-ce qu'on fait pour le dispenser, comment est-ce qu'il est encadré d'un point de vue publicité, comment est-ce qu'on fait pour pouvoir le mettre sur le marché. Ça va tout de suite nous parler, enfin on devra donc tout de suite parler du cycle de vie du médicament, du début de sa découverte, aux essais précliniques, jusqu'aux essais cliniques, phase 1, phase 2, phase 3, jusqu'à son autorisation de mise sur le marché, le fait d'avoir la négociation pour son prix, pour son taux de remboursement, son accès au marché, puis après il faudra continuer à observer ses effets donc avec un essai de phase 4 qui est donc la pharmacovigilance. On parlera des règles de dispensation, des règles de prescription, comment est-ce qu'on fait pour le dispenser, est-ce que c'est en ville, est-ce que c'est à l'hôpital, est-ce que c'est sur une ordonnance sécurisée ou pas. On va parler de tout ça, on va parler des effets iatrogènes et de la iatrogénie et des effets nosocomiaux, on parlera de ça plus tard. On va également mentionner les aspects de pharmacologie, donc on va parler éventuellement des récepteurs, des différents médicaments et des différentes classes de médicaments. Et pour tout ce qui est encore une fois galénique et pharmacocinétique, on va en parler plus précisément dans une autre saga qui sera spécialement dédiée pour ça. Donc aujourd'hui on démarre cette ICM, cette initiation à la connaissance du médicament, avec le cours qu'on voit très souvent en premier, c'est la définition juridique et le statut du médicament. Un médicament déjà, qu'est-ce que c'est? Eh bien un médicament ça fait partie d'une plus large famille qu'on va appeler les produits de santé. Et les produits de santé, eh bien c'est une appellation qui est utilisée pour désigner des catégories de produits ayant un trait avec la santé humaine. Donc en vérité, il faut qu'on puisse définir correctement ce dont on parle pour qu'il puisse y avoir un régime qui s'applique là-dessus. Vous vous doutez bien que les lois et que le régime du médicament, c'est pas le même régime que les yaourts nature. Enfin, je veux dire, c'est pas la même chose. Tout le monde ne peut pas faire des médicaments, mais tout le monde peut faire des yaourts nature. Enfin, à condition d'avoir du lait, une laiterie, enfin bon bref, vous voyez ce que je veux dire. Il n'y a pas les mêmes niveaux de contraintes, il n'y a pas les mêmes niveaux d'organisation et de juridiction pour un produit par rapport à un autre. Donc le fait de bien définir le médicament, ça nous permet de définir son statut, ça nous permet donc de définir le régime avec lequel les lois vont s'appliquer. Alors je suis d'accord, ça peut paraître un peu frustrant de faire ça alors que c'est le premier cours de cette matière. Oui mais moi j'ai fait la passe, j'ai pas fait droit. Effectivement, mais je vous rassure, on va pas rentrer dans des niveaux de délire, il faut juste comprendre l'élémentaire. Bien, parlons du médicament et pourquoi c'est un produit particulier par rapport aux autres. Si je prends un autre produit, comme par exemple, je sais pas moi, des yaourts nature, quand vous allez dans le Auchan d'à côté, vous achetez des yaourts nature, bah, il y a une personne qui vous vend les yaourts, bah, c'est Auchan, et il y a vous de l'autre côté qui les achète. Donc c'est vous qui payez pour les yaourts, et c'est vous qui les mangez. Vous êtes à la fois l'acheteur, à la fois le consommateur direct. Donc il y a une relation commerciale assez classique, enfin je veux dire c'est valable pour les yaourts, c'est valable pour les sacs, c'est valable pour un appartement, enfin c'est valable pour quasiment tout. Il y a une personne d'un côté qui achète et de l'autre côté quelqu'un qui vend. Et celui qui achète est à la fois l'acheteur, à la fois le consommateur du bien qu'il a acheté. Quand on parle du médicament, il y a, du moins en France, une relation un peu particulière où on n'est pas deux dans l'histoire, on est trois. Il y a le patient, il y a le prescripteur et il y a le payeur. Si par exemple, moi demain, j'ai pas envie de prendre moi, on va prendre Michel ou Natacha. Si Michel ou Natacha doit prendre un médicament, ben, premièrement, si c'est un médicament qui n'est accessible que sur prescription, Michel ne peut pas choisir de rentrer dans une pharmacie en disant bonjour, je voudrais du Xanax s'il vous plaît. Donc Michel, premièrement, n'a pas la liberté d'acheter. Demain, je vais au champ, même si je vais acheter tout le rayon foie gras, du moment que j'ai de quoi payer, ça me regarde. Il n'y a personne qui va me dire non. Pour les médicaments, c'est un cas spécial, on peut vous refuser parce que vous n'avez pas le document qui s'appelle ici l'ordonnance. Donc première chose, Michel ne peut pas acheter ce qu'il veut, même s'il a tout l'argent du monde, il faut qu'il y ait une ordonnance pour obtenir certains médicaments. De l'autre côté,
Qui c'est qui décide de prendre le médicament? Eh bien, c'est le médecin ou le prescripteur, dans un cas plus large, qui fait l'ordonnance et qui donne, entre guillemets, l'ordonnance, qui donne l'ordre, entre guillemets, de pouvoir aller acheter, de pouvoir consommer, de pouvoir prendre tel ou tel médicament. Et pourquoi j'ai dit qu'ils étaient trois? Parce qu'il y a une troisième entité qui, elle, paye pour le produit. On va prendre le cas un peu spécial, hein, un médicament remboursé à 65%. La sécurité sociale rembourse 65%. Si la personne prend une mutuelle, elle rembourse très souvent le reste, c'est-à-dire les 35% qui suivent. Donc là, on n'est pas dans une situation où le consommateur est à la fois consommateur, à la fois acheteur. Le consommateur, entre guillemets, c'est le client. L'acheteur, entre guillemets, ben, c'est le médecin. Et le payeur, c'est la sécurité sociale ou les organismes de complémentaires mutuels. Donc pour un produit random où je peux rentrer dans une boutique et à la fois je paye, à la fois c'est moi qui ai voulu l'acheter, à la fois c'est moi qui le consomme, pour le médicament vous voyez qu'il y a tout de suite une division plus importante des acteurs qui rentrent en jeu. Et bien évidemment, si c'est remboursé par la collectivité, on ne peut pas s'amuser à rembourser tout et n'importe quoi. Donc il va falloir établir des règles, il va falloir pouvoir définir qu'est-ce qu'on rembourse et qu'est-ce qu'on ne rembourse pas. Et bien sûr, si jamais c'est remboursé, il va falloir également définir le prix. Et donc, on va parler plus tard de la Haute Autorité de Santé, on va parler de l'ANSM qui délivre les AMM, et au sein même de la Haute Autorité de Santé, on va parler d'une commission de transparence qui sera plus à même de répondre à certaines de ces questions. Donc, le statut du médicament est déjà particulier, parce qu'il y a cette notion qui fait que l'acheteur n'est pas le consommateur et qui n'est pas le payeur, et donc le médicament établit à lui seul un régime qui lui est propre. Il va bien sûr voir sa publicité qui sera strictement encadrée. Vous n'allez pas défiler sur la télé, vous allez voir des publicités pour un médicament sur ordonnance. La publicité est strictement encadrée. C'est pas la publicité pour le dernier ordi ou pour la dernière voiture. Le médicament, bien évidemment, comme on vient de le voir, peut être soumis à une prescription médicale obligatoire. Sans prescription, pas de médicament. Et en France, le médicament relève du monopole des pharmaciens. Du début de sa fabrication jusqu'à sa dispensation. Dispensation, ça veut dire le fait de le dispenser, c'est-à-dire le fait de le donner au patient. Donc en vérité, il y a beaucoup de particularités au niveau du médicament, sans compter bien sûr l'une des plus importantes, le médicament a besoin d'une autorisation pour être mis sur le marché. Moi demain je vais faire, je sais pas moi, des écouteurs, je vais vouloir faire, je sais pas, une télé, je vais peut-être avoir besoin de certaines certifications vite fait, mais j'aurais pas besoin d'une autorisation de mise sur le marché. Je le mets sur le marché si je veux. J'ai envie de mettre un truc sur le bon coin, ça me regarde. Le médicament, vous ne pouvez pas non seulement décider du prix, non seulement décider du remboursement, et en plus vous ne pouvez pas décider également de s'il est sur le marché ou pas. Il faut toujours demander, entre guillemets, l'autorisation aux autorités compétentes. On verra cela dans le cours qui lui est dédié. Bien. On va donc zoomer un peu plus sur le médicament. J'ai dit que le médicament était, dans un centre, enfin dans un cas plus large, intégré à ce qu'on appelle, dans l'ensemble, les produits de santé. C'est quoi les produits de santé? Premièrement, le médicament, c'est le produit de santé numéro uno. Mais il n'y a pas que le médicament. Il y a aussi les dispositifs médicaux. Les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, c'est-à-dire les dispositifs qui vous permettent d'établir un diagnostic en dehors de votre corps humain. Un test de grossesse, ben, c'est un dispositif médical de diagnostic in vitro. Un test Covid, c'est pareil, un DMDIV, dispositif médical de diagnostic in vitro. Dans les produits de santé, on retrouve également les produits sanguins labiles, les cellules, les tissus, les organes à finalité thérapeutique, on retrouve les préparations de thérapie cellulaire, les produits cosmétiques et les produits tatouages, certains produits désinfectants et des produits biocides qui sont destinés aux établissements de santé et au transport sanitaire, et on peut également parler du lait maternel conservé dans des lactariums. Pourquoi je parle de tous ces produits de santé? Pour prendre bien conscience que médicament n'est pas égal produit de santé et vice-versa. Le produit de santé, c'est toute la famille, et le médicament, c'est une famille très spéciale, peut-être même la plus grande, la plus importante, mais qui fait partie de cette super famille des produits de santé. Les produits de santé, c'est des rectangles, les médicaments, c'est des carrés. Tous les carrés sont des rectangles, tous les rectangles ne sont pas des carrés. On va donc s'intéresser cette fois-ci que sur les carrés, et donc que sur les médicaments. Quelle est la définition d'un médicament? Eh bien, la définition du médicament, elle est double. Je m'explique. Il y a dans la définition du médicament selon le Code de la santé publique, c'est l'article L 5011-1, bon si ça vous intéresse, c'est pas très important je pense, mais le médicament va avoir deux définitions. Si jamais, au moins, et je dis bien
au moins l'une des deux définitions est accomplie, alors c'est un médicament. Il y a deux définitions, une définition par présentation et une définition par fonction. Voici ce que dit le Code de la santé publique. On entend par médicament toute substance ou composition présentée comme, c'est très important, je reviendrai là-dessus, présentée comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l'égard des maladies humaines ou animales, ainsi que toute substance ou composition pouvant être utilisée chez l'homme ou chez l'animal, ou pouvant leur être administrée en vue d'établir un diagnostic médical ou de restaurer, corriger ou modifier leur fonction physiologique en exerçant une action pharmacologique, immunologique ou métabolique. Point. Bon, la définition est un peu longue. Mais quand vous regardez bien cette définition, il y a deux parties. Il y a la première partie, toute substance ou composition présentée comme possédant des propriétés curatives ou préventives, et de l'autre côté, une définition par fonction, où on vous dit clairement, il doit être, il est en vue d'administrer, d'établir un diagnostic médical, de restaurer, de corriger ou de modifier les fonctions physiologiques. Donc dans la première partie de la définition, cette première partie c'est ce qu'on appelle la définition par présentation, on dit juste, c'est un médicament parce que ça a été présenté comme tel. Voilà, c'est tout. C'est-à-dire, c'est pas une blague. Hein. Demain, je vais prendre, je sais pas moi, là j'ai une bouteille d'eau, ça fait un peu de bruit, je prends cette bouteille d'eau, je dis, tu sais quoi Michel, cette bouteille d'eau, tu la bois et t'as plus le cancer. Alors même si à l'intérieur il y a que de la flotte, le simple fait que je présente cette bouteille d'eau, que je vais poser parce que ça fait un peu de bruit, le simple fait que je présente cette bouteille d'eau comme étant capable de pouvoir te soigner ton cancer, eh bien croyez-le ou non, mais ça en fait un médicament. C'est valable pour le morceau de sucre, c'est valable pour le morceau de sel, c'est valable pour le yaourt qui reste dans le frigo, dans la mesure où vous présentez une substance ou une composition comme ayant des propriétés curatives ou préventives à l'égard des maladies, terminé, bouclé, c'est plié, c'est un médicament. Et là vous allez me dire, mais il y a un problème. C'est pas possible, c'est pas un médicament, cette bouteille d'eau, c'est pas un médicament, le morceau de sucre, c'est pas un médicament. Eh bien, je suis parfaitement d'accord avec vous, et c'est très exactement pour ça qu'on a mis cette définition. J'ai pas compris. Je m'explique. Si jamais vous prenez un coco, on va pas parler de Michel parce que Michel c'est un brave ami, on va parler de Enzo. Allez, on va dire que Enzo c'est un méchant. Désolé pour ceux qui s'appellent vraiment Enzo. Eh bien, on va parler de Enzo qui a envie de faire du charlatanisme, ça vient du mot charlatan, et qui va s'amuser à aller vendre le morceau de sucre en disant « Oh, c'est un médicament, c'est trop bien ». Si jamais vous allez sur Le Bon Coin, vous vendez une télé, la télé ne marche pas, vous dites oui, elle marche très bien, et que la personne se rend compte qu'elle ne marche pas, c'est faux et usage de faux. Si par contre, vous vendez quelque chose en disant ouais mais t'inquiète, c'est un médicament, dans la mesure où vous l'avez présenté comme tel, à ce moment-là, vous n'avez pas juste fait n'importe quoi vis-à-vis d'un produit random. Vous avez fait du n'importe quoi vis-à-vis d'un médicament. Donc en vérité, même si c'est un peu contre-intuitif, cette première partie de la définition, cette définition par présentation, eh bien elle est très importante parce qu'elle permet de protéger le public, de protéger les patients, parce qu'elle permet de lutter contre le charlatanisme. Pourquoi ? Parce que cette définition vient piéger les personnes qui viennent vanter les mérites de produits prétendument actifs sur une maladie. Parce que si jamais je vends la télé sur Le Bon Coin en disant elle fonctionne alors qu'elle ne fonctionne pas, c'est juste un mensonge sur le produit et c'est faux usage de faux. Mais si jamais je m'amuse à vendre dans la rue sous le manteau cette bouteille d'eau ou le morceau de sucre en disant ça va te soigner du cancer ou ça va te guérir du VIH, etc., à ce moment-là, je vends un médicament. Et minute papillon. Le médicament, il faut qu'il ait une publicité encadrée. Le médicament, il faut qu'il ait une autorisation de mise sur le marché. Le médicament, il faut qu'il ait respecté des essais de phase 1, de phase 2, de phase 3 en clinique. Des essais cliniques. Il faut que le médicament puisse avoir reçu le RCP. Enfin, il faut qu'il ait un RCP. Il faut. Donc en vérité, quand vous vous faites passer pour un médicament, on vous fait cette définition pour vous dire, il n'y a pas de problème. Tu veux dire que cette bouteille d'eau, c'est un médicament. Il n'y a pas de souci. Mais à ce moment-là, si tu dis que c'est un médicament, où est-ce qu'il est ce document ? Où est-ce qu'il est ce document ? Où est-ce qu'il est ce document ? Où est ça 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 ? Donc en vérité, même si c'est contre-intuitif, cette définition par présentation est là pour pouvoir nous protéger des charlatans qui viennent dire ouais mais t'inquiète, ça vient réduire la fatigue, enfin ça vient réduire la maladie. J'ai fait un petit, j'ai ma langue à fourcher, j'ai parlé de fatigue et c'est très exactement le problème avec cette définition, c'est que, je la répète, toute substance ou composition présentée comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l'égard des maladies, humaines ou animales. Donc il y a eu le présenté comme, mais il y a surtout le terme maladie.
Si je vous dis, tu sais quoi Michel, ce morceau de sucre, il guérit du cancer, oui, c'est évidemment un médicament par présentation. Le cancer, c'est une maladie, enfin je veux dire, il faut pas avoir fait maths sup. Par contre, si je te dis, ouais, tiens, tu veux prendre ces comprimés, ça va te réduire la fatigue. Ouais, bon, est-ce que c'est un médicament? Est-ce que la fatigue, c'est un médicament? Ouais, pas trop. Donc il y a des gens, enfin les commerciaux s'amusent un peu là-dessus, en essayant de mettre sur les boîtes que vous achetez comme ça en parapharmacie, en mode ouais, réduit la fatigue, coup de boost, machin et tout. Parce que s'ils écrivent littéralement vous permet de lutter contre une réelle maladie, automatiquement ça devient un médicament. Et minute papillon, si c'est un médicament, il y a beaucoup plus de contraintes que pour un complément alimentaire. Quand vous achetez de la vitamine vous l'achetez comme ça sans ordonnance. Des fois sur la boîte c'est écrit aide à réduire la fatigue, parce que la fatigue c'est pas une maladie. Mais si jamais on vous écrivait aide à réduire une maladie, là, tu l'as présenté comme, donc ça devient médicament, donc c'est beaucoup plus compliqué de pouvoir vendre un médicament que de vendre un dispositif médical, ou de vendre un complément alimentaire. Donc cette première partie, cette définition par présentation, est là pour pouvoir nous aider à nous protéger du charlatanisme. Et la deuxième partie, c'est plus la définition par présentation, c'est la définition par fonction. Et là, dès qu'on parle de définition par fonction, on rigole beaucoup moins. Parce que la définition par fonction, c'est quoi? Toute substance ou composition pouvant être utilisée chez l'homme ou chez l'animal, ou pouvant leur être administrée en vue d'établir un diagnostic médical, ou de restaurer, corriger ou modifier leur fonction physiologique en exerçant une action pharmacologique, immunologique ou métabolique. Donc là, on est beaucoup moins dans le ouais, mais regarde, cette bouteille, elle est trop bien, elle est géniale. On est vraiment dans le vrai, de vrai, de vrai. Donc la première définition, c'est plus la forme, et la deuxième définition, c'est plus le fond. Tu le présentes comme un médicament, il n'y a pas de souci, c'est un médicament. Dans la deuxième partie de la définition, si jamais il y a quelque chose qui te permet réellement d'avoir une action pharmacologique, immunologique ou métabolique, ou de faire un diagnostic médical, à ce moment-là, on va pas tortiller du cul pour chez droit, ça devient un médicament. Et donc cette définition par fonction, sans avantage, comme vous l'avez peut-être entendu dans cette phrase, à aucun moment je n'ai parlé de maladie. Donc elle est indépendante de cette idée qu'on peut avoir de la maladie, parce que à la limite la maladie, on va dire que bon, est-ce que la fatigue c'est une maladie, est-ce que ceci c'est une maladie, est-ce que ça c'est juste un symptôme, etc. Alors que dans la deuxième définition, la définition par fonction, eh bien elle est indépendante de toute idée de maladie qu'on puisse se faire. Donc cette définition par fonction est beaucoup plus objective que celle par présentation, et elle est beaucoup plus scientifique, parce qu'elle ne repose pas sur cette notion de maladie, elle repose vraiment sur une action pharmacologique, immunologique ou métabolique. J'ai augmenté la fixation sur mon récepteur, j'ai diminué la dégradation de mon enzyme, j'ai produit plus de substrat, bref, il y a quelque chose qui se passe concrètement. C'est pas une question de ah oui, mais quand même peut-être. Non, c'est comme ça en fait. C'est 1 plus 1 égale 2. C'est beaucoup plus objectif et c'est beaucoup plus scientifique. Et donc, dans cette définition par fonction, on a dit, c'était soit pouvant, en vue d'établir un diagnostic médical, ou alors de restaurer, corriger ou modifier les fonctions physiologiques. Donc, en gros, c'est plutôt soit un diagnostic, soit plutôt tout ce qui est restaurer, corriger, modifier, donc on va dire un peu plus physiologique. Pour la partie diagnostic, on peut citer tout simplement les produits de contraste. Les produits de contraste, c'est quoi? C'est des produits qu'on va administrer au patient juste avant, par exemple, sa radio, et avant d'observer, enfin, avant de faire une imagerie médicale. On pourra voir ça en biophysique. On va donner un produit pour augmenter le contraste, pour, une fois qu'on va observer les photos, je sais pas moi, par exemple la radio au niveau de la vessie, on va faire boire au patient une certaine solution qui fait que la vessie sera mieux colorée. Enfin, c'est pas vraiment une coloration parce que c'est de l'absorption dans les tissus avec des rayons X, mais pour faire en sorte que ça sorte un peu mieux. On peut parler de l'iode au niveau de la thyroïde, enfin bon bref. C'est plusieurs produits qui permettent d'augmenter le diagnostic. Donc même si c'est juste un truc qui n'a pas une action sur votre santé directement, mais qui est uniquement utilisé à des fins de diagnostic, eh ben bim bam boum badaboum, c'est un médicament. Et l'autre côté, c'est le truc un peu plus facile, en vue de restaurer, modifier ou corriger une fonction physiologique, j'ai envie de vous dire, la très grande partie des médicaments. Si vous prenez, je sais pas moi, si vous prenez des... Bon, pas vous, allez, on va rester sur Michel et Natacha. Natacha prend des bêta-bloquants, elle prend des bêta-bloquants pour essayer de corriger son activité au niveau de son appareil cardiovasculaire, pour essayer de réguler sa tension. Voilà, par exemple. Michel prend des neuroleptiques, c'est pour essayer de corriger, réguler son activité neuronale, etc., etc. Donc, cette définition par présentation et cette définition par fonction, encore une fois, il ne suffit que d'une seule définition remplie
pour que le produit soit qualifié comme étant un médicament. Si j'ai la présentation mais pas la fonction, médicament. Si j'ai la fonction mais pas la présentation, médicament. Et bien évidemment, si j'ai présentation et fonction, médicament aussi. D'ailleurs, c'est le cas le plus commun, le plus classique. Vous allez dans la pharmacie, le médicament vous dit qu'il a des effets et il en a réellement. Donc voilà, c'est le truc, on va dire le cas classique. Bien. Maintenant qu'on a défini les médicaments, on va essayer de regarder les différentes classes, les différentes catégories au sein même des médicaments. Parce que tout n'est pas médicament de la même façon. Le produit de contraste pour la radio, c'est pas les bêta-bloquants, c'est pas l'insuline et c'est pas les carticelles. On va voir après ce que c'est que les carticelles. Donc, il faut qu'on puisse déterminer les classes de médicaments. Comment est-ce que je fais pour définir, comment est-ce que je fais pour classer mes médicaments? On peut opter pour deux méthodes de classement. Pardon de parler de classement encore une fois. Deux méthodes de définition. La première méthode consiste à dire, eh bien, je vais définir mes médicaments selon la façon, selon le mode avec lequel ils sont préparés. Et à ce moment-là, on va parler soit d'un côté des spécialités pharmaceutiques, en d'autres termes, les industries pharmaceutiques, en d'autres termes, les usines. C'est avec une grande échelle, c'est produit comme ça, de façon un peu automatique, c'est mis dans des boîtes, c'est mis dans des seringues, c'est mis dans des blisters, etc. Et c'est fait au niveau industriel, c'est fait au niveau d'une usine, entre guillemets. Et de l'autre côté, ce qui n'est pas industriel, c'est artisanal. Donc, on va parler de préparation de spécialité pharmaceutique d'un côté, et de préparation artisanale de l'autre. Artisanale, bon, vous imaginez pas non plus un artisan qui est comme ça en train de peaufiner son truc de paracétamol pendant 15 jours. Hein. C'est pas vraiment la vision caricaturale de l'artisan, mais c'est juste pour garder en tête que d'un côté c'est produit avec des lots de plusieurs dizaines, centaines, milliers de boîtes, alors que de l'autre côté c'est des lots qui sont quand même beaucoup plus modestes, quoi. Alors, si on zoome au niveau des spécialités pharmaceutiques, c'est tout simplement n'importe quel médicament qui est préparé à l'avance et qui est présenté sous un conditionnement particulier. Le conditionnement, c'est le blister, le flacon, la boîte, le sachet, bref, quelque chose qui n'a pas pu être fait comme ça dans l'arrière-boutique de la pharmacie. Donc ça montre que c'est une spécialité pharmaceutique. Et c'est bien sûr également caractérisé par une dénomination spéciale. Parlons-en de la dénomination 2 secondes. Quand on va parler du nom d'un médicament, eh bien juridiquement, le nom du médicament, je parle bien du médicament, c'est soit un nom de fantaisie, donc c'est un nom qui a été inventé comme ça, soit une dénomination commune ou une dénomination scientifique qui est assortie d'une marque ou d'un nom de laboratoire. Je m'explique. Lorsque vous êtes le premier sur Terre à avoir trouvé ce médicament, en mode regardez, j'ai trouvé cette molécule, c'est trop bien, c'est génial, il n'y a que moi qui l'ai. Eh bien à ce moment-là, vous avez trouvé une molécule qui a un nom scientifique, un nom dans une dénomination commune internationale, donc le nom de DCI, dénomination commune internationale, et c'est ce nom-là qui va être connu au niveau mondial comme étant le nom de la molécule. Mais étant donné que vous êtes le premier Gugus à avoir mis le médicament sur le marché et vous avez le brevet là-dessus, vous lui rajoutez ce qu'on appelle le nom du princeps, pour faire simple, pour le paracétamol, la molécule s'appelle paracétamol, ou para-aminophénol, bon bref, et le nom de la marque, c'est Doliprane, ou Efferalgan, ou Dafalgan. Donc quand vous prenez votre boîte de paracétamol, c'est le nom de la molécule, DCI, alors que Doliprane, c'est le nom que Sanofi a voulu donner à la boîte, en mode de, hey, on va l'appeler Doliprane. Donc, enfin à la boîte, au médicament. Donc quand vous êtes dans la production d'un médicament où vous possédez le brevet, vous avez le nom de princeps, c'est votre nom à vous que vous avez trouvé, hein. Il y a des noms un peu farfelus, il y en a qui s'appellent extranase par exemple. Bon bref, on va pas juger. Et il y a le nom de la molécule. Et une fois que le brevet tombe dans le domaine public, en d'autres termes, tout le monde peut s'amuser à faire la même chose que vous, au bout de 20 ans, et bien à ce moment-là, d'autres personnes pourront faire des médicaments. En France, il y a des laboratoires qui s'appellent des laboratoires génériques et qui sont spécialisés là-dedans, c'est-à-dire faire des médicaments une fois que le brevet est fini. Donc eux ne vont généralement pas s'attarder à faire de la recherche principale ou fondamentale pour essayer de trouver un nouveau médicament. Ils attendent simplement que le médicament qui a été trouvé par d'autres laboratoires tombe dans le domaine public. Bon, il faut attendre 20 ans, il faut avoir la patience. Mais une fois que le médicament tombe dans le domaine public, tout le monde, enfin je dis tout le monde, n'importe quelle entreprise pharmaceutique peut produire le médicament, même s'ils n'ont plus le brevet, parce que de toute façon, le brevet n'est plus important. Pour vous donner un peu une idée, c'est un peu comme le premier dessin de Mickey Mouse qui a été fait par Walt Disney. Il n'y a pas longtemps, on a fêté les 95 ans de ce dessin, je crois que c'était le 1er janvier 2024. Et donc maintenant, n'importe qui peut utiliser ce dessin sans que Disney vienne vous dire « Eh,
Minute Papillon, c'est à moi. Parce qu'au bout de 95 ans, la loi du copyright aux États-Unis fait que ça tombe dans le domaine public. Ben, chez nous, le brevet, ben, c'est pas 95 ans, tant mieux d'ailleurs, c'est plus court, c'est 20 ans. Donc, il y a des médicaments génériques, et le médicament générique, il y a plein de laboratoires génériques en France, hein, il y a, je sais pas, mais il y a Biogarant, il y a Sandoz, il y a Zentiva, Teva, Mylan, bon bref, on s'en fout. Mais ces laboratoires-là, lorsqu'ils vous vendent le médicament, il n'y aura pas un nom archi fancy, ils vont pas être en mode ouais, alors nous on l'a appelé clair obscur de je sais pas quoi, non. T'es venu après, t'assumes. Tu ne donnes que le nom de la molécule. Tu n'as pas inventé l'eau chaude, donc tu ne donnes que le nom de la molécule. Donc quand vous achetez du paracétamol générique, bah sur la boîte c'est écrit paracétamol. C'est écrit paracétamol plus le nom du labo. Donc paracétamol Biogarant, ou paracétamol EZ, ou paracétamol Teva, ou paracétamol Mylan, ou Viatrix, enfin bon bref, je suis pas là pour faire de la pub, mais en gros, c'est juste le nom de la molécule parce que chimiquement parlant, c'est tout simplement le nom de la molécule. Donc on distingue le Princeps, qui est le premier à être arrivé sur le marché, qui a à la fois le nom un peu fancy, plus le nom de marque, pardon, plus le nom de DCI, dénomination commune internationale, et les médicaments génériques qui, eux, n'ont très souvent que leur DCI, à quelques exceptions près. Et donc, parce qu'il ne faut pas essayer de se perdre, des fois on va vous dire c'est le nom générique. Bah, le nom générique, ça veut tout simplement dire le nom de la molécule, là où il n'y a pas le nom un peu fancy. Donc, une spécialité pharmaceutique est soit une spécialité princeps, soit une spécialité générique, on va dire dans l'essentiel des cas, ça rentre dans l'une ou l'autre de ces classifications-là. Comment on fait maintenant pour qu'une spécialité pharmaceutique, mais c'est le propre pour n'importe quel médicament, puisse être disponible sur le marché? Eh bien, encore une fois, comme je vous l'avais dit plus tôt, il y a besoin d'avoir une autorisation pour se mettre sur le marché, donc une autorisation de mise sur le marché, ce qu'on appelle l'AMM. Voilà, bon, c'est un acronyme à 3 lettres, quoi. Donc cette autorisation de mise sur le marché, elle peut être obtenue soit au niveau de la France, on va parler d'AMM nationale, soit d'une AMM obtenue au niveau de l'Europe, on va parler d'une AMM centralisée. Bref, on va pas trop détailler ça, on va plutôt parler de l'AMM lorsqu'on va parler du cycle de vie du médicament. Donc ça c'était pour les spécialités pharmaceutiques, avec nom de princeps, nom de DCI. De l'autre côté, on a donc les préparations artisanales. Vous savez ce qu'on fait dans l'arrière-boutique de façon plus artisanale, au cas par cas, par patient. À ce moment-là, on est beaucoup moins dans le bling bling. Je veux dire, on n'a pas une jolie boîte avec plein de couleurs, plein de trucs. Je veux dire, le bonhomme, il est à l'arrière de la boutique à la pharma. Il n'a pas une imprimante 3D pour vous faire des trucs de fou furieux, des blisters de machin. Donc, c'est un conditionnement, on va dire, un peu moins travaillé, un peu moins coloré, machin et tout. Mais ce qui, bon, on va vous dire, on s'en fout parce que ce qui nous intéresse, c'est ce qu'il y a dedans. Quelles sont donc ces préparations artisanales? Quelle est la définition des préparations artisanales? Eh bien, au sein même des préparations artisanales, on va retrouver 3 préparations. Les préparations officinales, les préparations magistrales et les préparations hospitalières. Qu'est-ce que ça veut dire une préparation officinale? Officinale, ça vient de officine, et l'officine, c'est la pharmacie. D'ailleurs, oui, petite parenthèse, une officine, une pharmacie d'officine, ça veut dire la pharmacie de ville, là où il y a la petite croix verte. Bon, bref. Donc, qu'est-ce qu'une préparation officinale pour les médicaments? Eh bien, ça concerne tout médicament qui est tout bêtement préparé en pharmacie d'officine et qui est inscrit à la pharmacopée ou alors au formulaire national et qui est destiné à être dispensé directement aux patients qui viennent s'approvisionner dans cette pharmacie. Donc on est vraiment dans la préparation artisanale classique de chez classique. Je le fais comme ça avec mes petites mimines dans l'arrière-boutique pour le dispenser à mes patients qui viennent s'approvisionner dans ma pharmacie. Qu'est-ce que ça veut dire la pharmacopée? La pharmacopée, c'est un recueil, la pharmacopée européenne, où on a la définition de toutes les substances utilisées toutes les substances médicales utilisées. On a leur aspect, on a leurs composantes, leurs caractéristiques physico-chimiques, leurs dissolutions, etc., etc. Bref, c'est un recueil un peu fat, où on s'amuse à déterminer, à classer, à définir surtout, toutes les substances médicamenteuses. Donc une préparation officinale, il ne faut pas qu'elle sorte du chapeau, il faut que ça sorte quand même d'un recueil qui fasse foi, donc la pharmacopée ou le formulaire national, donc la pharmacopée c'est au niveau européen et le formulaire national c'est au niveau national, merci Einstein, et ça doit être préparé au niveau de l'officine pour être dispensé au niveau du patient, enfin pour le patient. Quelles sont donc les 2 autres préparations artisanales? Donc dans les préparations artisanales, on a officinale, magistrale, hospitalière. Officinale, c'est bon, on a vu. C'est quoi magistrale? Eh bien, c'est pas très loin de la préparation officinale. Une préparation magistrale, c'est tout médicament qui est préparé selon une prescription médicale destinée à un malade déterminé en raison de l'absence de spécialité pharmaceutique disponible. En d'autres termes,
Quand vous parlez d'une préparation officinale, on n'est pas vraiment en train de dire c'est le médecin qui l'a dit. Vous pouvez faire de la vaseline en préparation officinale même s'il n'y a pas d'ordonnance. Vous pouvez faire des trucs pas forcément délirants, mais vous pouvez quand même les faire dans l'arrière-boutique, en mélangeant les composés, etc. Lorsqu'on parle de préparation magistrale, donc préparation officinale, ça vient de officine, préparation magistrale, ça vient de magistre, enfin ça vient de maître. Et le maître ici, c'est le prescripteur, c'est le médecin. Donc sur ordonnance du maître, donc du prescripteur, il va y avoir la préparation au niveau de la pharmacie par une prescription médicale donnée pour un malade donné et en raison de l'absence de la spécialité pharmaceutique, vous savez, ce qui est fait normalement dans l'usine parce que c'est en rupture ou il n'y en a pas tout simplement, soit extemporanément en pharmacie, soit par une sous-traitance dans une autre pharmacie d'officine. Extemporanément, ça veut dire sur place, enfin, ça a reconstitué ses produits sur place, soit c'est une autre pharmacie qui le fait pour l'autre pharma. Bon, bref, c'est pas très important. Mais la différence principale qu'il y a entre les préparations officinales et les préparations magistrales, c'est que les préparations officinales ne nécessitent pas de prescription médicamenteuse. Vous pouvez faire des litres et des litres de vaseline, de préparation, de mélange, vous prenez tout simplement deux matières premières, vous amusez à les mélanger, ça fait une préparation officinale. Vous pouvez faire un petit stock de préparation officinale et vous vous amusez à le vendre pour les différents patients. Un exemple tout bête, pendant le Covid, quand les pharmacies faisaient leur propre gel hydroalcoolique, c'était une préparation officinale, ça se faisait sur le coup, c'était dans la boutique, on y va, on mélange l'alcool, l'eau oxygénée, l'eau, machin, etc. Mais ce n'était pas une préparation magistrale. Par contre, si quelqu'un vient avec une ordonnance où on dit je veux avoir, j'ai rarement vu une ordonnance avec du gel hydroalcoolique, mais je veux avoir ce mélange-là, eh bien soit le produit est disponible en tant que spécialité pharmaceutique, donc dans une boîte joliment préparée, dans une usine, tout est bien, tout va bien, tout est bio, tout est beau, soit ce médicament n'existe plus, il est en rupture ou il est indisponible pour le moment, et donc on va devoir le reproduire sur place. Préparation officinale, c'est pas forcément pour un patient donné, et il n'y a pas forcément d'ordonnance là-dessus. Préparation magistrale, c'est pour un patient donné avec une ordonnance qui demande la préparation de ce produit. Bien. C'est quoi déjà la troisième préparation? Alors, dans les artisanales, on a officinale, check, magistrale, check, et hospitalière. Bon, hospitalière, je vais nous dire, c'est dans le nom, quoi. Hospitalière, ce sont tout simplement des médicaments qui sont préparés par une pharmacie à usage intérieur. C'est quoi la pharmacie à usage intérieur, ou la PUI pour les intimes? La PUI, c'est tout simplement la pharmacie de l'hôpital. Parce que oui, l'hôpital a une pharmacie. Et les médicaments qui sont disponibles au niveau de la pharmacie de l'hôpital ne sont pas toujours les mêmes médicaments qui sont disponibles au niveau de la pharmacie de la ville. Quand je dis la ville, ça ne veut pas forcément dire le centre-ville, premier, deuxième, troisième et quatrième arrondissement. La ville, pour moi, c'est ce qui n'est pas l'hôpital. Donc, on a les pharmas de ville, l'officine, et les pharmas de l'hôpital, PUI. Donc, une préparation hospitalière, cette fois-ci, c'est quoi? C'est tout médicament préparé, encore une fois, selon les indications de la pharmacopée et en conformité avec les bonnes pratiques de préparation. On n'est toujours pas là pour faire des sagouins, il faut faire les choses proprement. En raison de l'absence de la spécialité pharmaceutique disponible ou adaptée, donc encore une fois, comme pour la préparation magistrale, je la fais parce que je suis bien obligé de la faire parce que sinon, j'ai pas ce qu'il me faut avec les spécialités pharmaceutiques, en d'autres termes, celles qui sortent de l'usine. Et elle est produite par qui? Elle est produite, ou plus exactement, elle est produite par une pharmacie à usage intérieur. PUI, c'est-à-dire la pharmacie d'un établissement de santé ou par l'établissement pharmaceutique de cet établissement de santé. Bref, par ceux qui représentent la pharma dans l'établissement de santé. Ça peut être l'hôpital européen Georges Pompidou, ça peut être l'hôpital Cochin, ça peut être l'hôpital Foch, bref. Quand vous avez un établissement de santé, vous avez un établissement pharmaceutique qui est rattaché. Et rebelote, comme pour les préparations hospitalières, comme pour les préparations magistrales, donc il faut qu'il y ait une absence de spécialité pharmaceutique pour pouvoir le faire sur place, et comme les préparations magistrales, il me faut une ordonnance. Donc j'ai besoin d'avoir une prescription médicale. La petite différence cette fois-ci entre préparation magistrale et préparation hospitalière, c'est que les préparations magistrales, sure, il faut que ce soit en rupture ou que je ne l'ai pas sur le coup, ce qui me demande de le faire moi-même. Sure, j'ai besoin d'avoir une ordonnance, mais c'est pour un malade déterminé. Alors qu'au niveau de la pharmacie d'usage interne, donc au niveau de la pharmacie de l'hôpital, effectivement, je le fais quand j'ai pas d'autres moyens parce que je n'ai pas la spécialité pharmaceutique adaptée. Sure. Oui, je le fais avec une ordonnance. Sure. Mais
C'est valable et ces produits sont disponibles pour un ou plusieurs patients à la pharmacie à usage interne. Parce que bon, vous doutez bien qu'il y a peut-être un peu plus de monde qui passe au niveau de la pharmacie de tout un hôpital qu'une pharmacie de ville. Donc au niveau de la pharmacie de l'hôpital, on a cette autorisation de faire une préparation hospitalière, où même grâce à une prescription, on peut s'amuser à le produire pour plusieurs patients. Donc après, c'est quoi comme médicament? Bon, on n'a pas la liste, enfin j'ai pas la liste à vous donner, mais c'est sur plusieurs champs d'action. Ça peut être sur la pédiatrie pour les enfants, la gériatrie pour les personnes âgées, pour la dermatologie, donc toutes les affections de la peau, etc. etc. Donc voici les trois préparations artisanales, préparation officinale, préparation magistrale et préparation hospitalière. Et quand vous prenez d'un côté les spécialités pharmaceutiques, nom de princeps, nom de DCI, produits dans des usines, avec un beau conditionnement, une belle boîte, un beau blister, patati patata, et de l'autre côté les préparations artisanales, officinales, magistrales, hospitalières, eh bien en vérité vous avez déjà défini l'intégralité des médicaments selon leur mode de préparation. Spécialité pharmaceutique d'un côté, préparation artisanale de l'autre. Maintenant, c'est quoi l'autre façon qu'on a de pouvoir catégoriser et de pouvoir classer les médicaments? On les a classés selon leur mode de préparation, check. On va les classer maintenant selon leur composition ou selon leur destination particulière. Et donc à ce moment-là, on peut s'amuser à faire toute une liste de médicaments. On peut faire les médicaments génériques, les médicaments homéopathiques, les médicaments radiopharmaceutiques, les médicaments biologiques, les médicaments falsifiés, les médicaments orphelins, les médicaments à base de plantes. Bref, qu'on soit d'accord, la liste que je viens de vous donner avec ces 7 catégories, générique, homéopathie, base de plantes, radiopharma, biologique, falsifié, orphelin, ce n'est absolument pas une liste qui est exhaustive, figée dans le marbre comme c'était les 10 commandements. Non, ça n'est pas la seule façon de catégoriser les médicaments. Et en fonction de si vous faites votre passe à Lille, à Caen, à Bordeaux, à Paris, à Poitiers, à Limoges, à Besançon ou en Corse, vous n'allez peut-être pas avoir la même liste. Donc, si vous n'avez pas de médicaments, enfin si vous avez une catégorie que je n'ai pas listée, pas de panique, on pourra éventuellement faire un petit épisode spécial Random Talks pour essayer d'en parler. Si vous avez une catégorie qui n'a pas été listée, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Instagram, passe.ta.passe, et soit on fera un épisode si jamais il y a beaucoup de demandes là-dessus, soit je vous répondrai directement en vous faisant un vocal en message privé. Donc on va voir plusieurs catégories de médicaments et il va y avoir plusieurs spécificités à chaque fois. Pour les médicaments génériques, on va parler de bioéquivalence. Pour les médicaments homéopathiques, on va parler d'une procédure abrégée d'AMM, alors qu'on va plutôt parler d'une procédure d'enregistrement simplifiée à l'ANSM pour tout ce qui concerne les médicaments à base de plantes. Pour les médicaments radiopharmaceutiques, leur utilisation et leur réglementation, c'est un peu à part. Les médicaments biologiques, il y a plusieurs catégories à l'intérieur. Bref, il va y avoir beaucoup de particularités. Donc on va laisser ça pour le deuxième cours d'ICM. On se retrouvera pour le prochain cours pour parler de tout ça. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à vous rendre sur la page Instagram, passe pour aller tout simplement voter les épisodes qui vont sortir. Donc c'est vous qui décidez en fonction du choix du jour, de la suggestion du chef, quel épisode vous souhaitez découvrir, soit le lundi, soit le jeudi. Et éventuellement, plus tard dans le semestre, on pourra essayer de faire un format où il y aura 3 épisodes par semaine. N'hésitez pas non plus à me dire sur Instagram ce que vous en pensez en message privé. N'hésitez pas également à vous abonner et activer la cloche. Je déteste dire cette phrase, mais ça vous permet quand même d'avoir les informations et les épisodes au moment où ils sortent. Une petite évaluation avec 5 étoiles, franchement, ça fait toujours plaisir. Merci déjà, j'ai vu qu'il y a plus de 50 évaluations avec 5 étoiles, donc merci beaucoup, c'est très gentil. Et on espère que ça grandit davantage. Et enfin, le dernier truc que j'avais déjà dit avant, mais Pastapass est disponible sur plusieurs plateformes, Deezer, Apple Podcasts, Amazon Music, etc. Mais bon, ça reste sur Spotify que les épisodes sont mis initialement, et donc il peut avoir un temps de latence sur les autres plateformes. Donc bon, si vous voulez avoir l'épisode le plus vite possible, je vous invite à aller tout simplement m'écouter sur Spotify avec toujours on s'abonne et on active la cloche, ça fait toujours plaisir, même si cette phrase m'écorche la langue à chaque fois. Bien, cet épisode arrive à sa fin, j'espère qu'il vous aura plu, j'espère qu'il vous aura été utile. Je ne sais pas, encore une fois, à quel moment vous êtes en train d'écouter le son mélodieux de ma voix. Donc, bonne journée, bonne soirée, bonne nuit. Quoi qu'il arrive, un bon courage et une très belle vie à vous. On se retrouvera pour le prochain cours d'ICM pour parler plus en détail des différentes catégories de médicaments. Et en attendant ce cours-là, eh bien, prenez soin de vous. Bisous!